Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. La situation des travailleurs de la Poste, plus que jamais préoccupante. Certains travailleurs demandent une liquidation de la société. Question qui devrait être traitée en Conseil des ministres ce soir, selon certains quotidiens d'information nationaux. Dans ce journal, les syndicalistes de la Poste réagissent face à cette probabilité. Dans cette édition également, des citoyens réagissent sur la proposition de loi contre le népotisme déposée par la députée Aminata Touré. Ils ont des avis mitigés sur la question. On parlera également de la lutte avec la nouvelle saison qui s'annonce électrique, des face-to-face bouillants, des chocs qui promettent la vie des amateurs de ce sport sur la prochaine saison à suivre. Et enfin, d'édition, la rubrique découverte nous mène dans une cité religieuse dans le sud du pays, Madina Dafé, située près de la frontière avec la Gambie. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Va-t-on vers une liquidation de la Poste Sénégal? La question ferait même partie du menu des discussions au Conseil des ministres de ce soir. Et qu'en pensent les syndicalistes de la Poste? Selon le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du groupe, c'est la décision qui pourrait sauver les travailleurs. Gorgui Yassine Boy est au téléphone de Papa Ibrahima Ndiaye. C'est un ouf de soulagement parce que nous, on attendait la réaction depuis longtemps, la réaction du chef de l'État en personne. Mais c'est une société qui est déjà morte. C'est une société qui est en liquidation. Parce que c'est une société qui cumule des déficits pendant plusieurs années. Et l'État même a mis en place un comité depuis plus de 8 ans, un comité depuis octobre 2014, un comité de restructuration. C'est ce qui montre que la Poste a besoin de relance la société. Et cette restructuration a différents points qui montrent que la Poste est une entreprise nationale publique en difficulté. L'État a les conclusions de ce comité interministériel. L'État a aussi sur sa table le diagnostic exhaustif que les partenaires sociaux, toutes les organisations professionnelles de l'entreprise ont fait en faisant un diagnostic exhaustif de la situation de l'entreprise pour l'alerter et donner des recommandations. Les producteurs de glace utilisent 80% de leurs recettes pour payer leurs factures d'électricité. C'est ce qu'ils ont fait savoir lors de la rencontre organisée par l'Association des producteurs de glace du Sénégal, la Prolage, d'intervenir avant que les producteurs ne soient obligés d'augmenter le prix de la glace. Les précisions de Mamadouba. Les producteurs de glace envisagent de faire monter le prix de leurs produits. C'est le principal motif de leur rencontre. Nous voulons être conformes avec les lois et les textes de notre pays. Et par rapport à ça, on est en train de discuter avec toutes les parties qui peuvent nous faire part de la décision à prendre. C'est ça qui est même à l'origine de notre réunion d'aujourd'hui. Il donne comme argument les difficultés de tous ordres qui les tenaillent, parmi lesquelles on peut noter la cherté du coût de l'électricité. La tarification de la Sénélec au niveau des usines de glace est vraiment salée au niveau du K1 ou bien du K2. Concernant aussi les prix fixes que nous avons et que nous payons mensuellement aussi, c'est trop élevé, ce qui fait que mensuellement, nous, on reçoit des factures trop salées. 80% de notre recette va payer les factures de la Sénélec. Ces producteurs de glace qui jouent un rôle déterminant dans la conservation des ressources halieutiques et autres et dans la fabrication du pain appellent l'État à leur prêter une oreille attentive. Et nous sollicitons tout apport venant des autorités parce que nous, à notre niveau, on a aussi des employés. On crée des emplois directs et indirects. Ça aussi, c'est un autre facteur. Parce qu'il y a les revendeurs de glace que vous trouvez dans tous les quais qui ont des camions de glace. C'est chez nous qu'ils s'approvisionnent. Et là, c'est très important que ces chaînes-là, que ces ruptures-là ne soient pas cassées. Ces producteurs de glace se disent si mal en point que beaucoup d'usines ont déjà fermé boutique.
Et puis le colonel Souleymane Kandé, promu au grade de général de brigade, a été nommé par le président de la République, chef d'état-major de l'armée de terre. L'ancien commandant de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor était à l'origine des opérations de sécurisation ayant abouti au démantèlement de toutes les bases rebelles en Casamance. Et au même moment, Souleymane Ndéné Ndiaye, démis de ses fonctions de président du conseil d'administration de la compagnie nationale Air Sénégal SA. Il avait été nommé à ce poste en avril 2018. Il est remplacé par le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop. Proposition de loi contre le népotisme dans les institutions au Sénégal. Qu'en pensent les citoyens? Eh bien, se rencontrer par nos reporters ont du mal à s'accorder sur la question. Voyons leurs commentaires dans ce reportage de Mohamed Khan et Seydina Mbaye. Le népotisme est à combattre au Sénégal, d'où la pertinence aujourd'hui de la proposition de loi de Aminata Touré, fait remarquer Raoul Kali. La proposition, elle est vraiment pertinente. Ça, c'est vraiment quelque chose qui viendra au moins, si elle est validée, bien sûr, par les députés, elle viendra participer à indiquer quelque chose, une saignée dans notre société. Parce qu'ici, c'est quelque chose qui est latent et qui a toujours été comme ça. Seuls les gens qui ont le bras long trouvent des bonnes choses, alors qu'on a besoin des compétences pour pouvoir développer notre pays. Et pour développer un pays, il faut œuvrer pour l'intérêt général et non entamer des combats pour satisfaire les siens, laisse entendre Marissar. Pour lui, Aminata Touré est effectivement dans son rôle de députée aujourd'hui, une députée qui a été Premier ministre et présidente de la 5e institution du pays, qui ne l'a pas dénoncée avant aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette démarche, s'interroge cet architecte. Dans le fond, je crois que le fait de cibler une certaine classe passe mal. Je crois que ça aurait pu être une proposition de loi qui retrace un ensemble de paramètres que de cibler l'entourage du président directement. Le président de la République pour qui il aurait une dent, expliquant ainsi sa démarche. Voilà comment Dibiba apprécie la proposition de celle qui se réclame désormais non inscrite à l'hémicycle. Dans l'intérêt général, c'est une bonne chose. Le fait de donner des postes à toute personne méritante, donc je pense que c'est une bonne chose. Mais si, encore une fois, si c'est pour juste une proposition, juste comme ça, pour se venger d'une personne, bon, je pense que ça ne va pas la peine, quoi. Les députés en jugeront. Une proposition de loi sera-t-elle ou non adoptée à l'hémicycle après avoir été passée au crible? L'avenir nous le dira. C'était plutôt Abdourahmane Ly et Sidignan. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a signé un protocole d'accord avec 8 organisations de la société civile, une convention qui entre dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ces protocoles vont permettre à l'OFNAC de participer à la planification des activités dédiées à ces organisations. Écoutons à ce propos Ismaël Ndiaye, conseiller technique à la stratégie de lutte, des propos recueillis par Marie-Noël Dong et Seydina Mbaye. Nous avons discuté avec la société civile sur leur rôle dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Comme vous le savez, il ne s'agit pas du plan stratégique de l'OFNAC, mais il s'agit d'une stratégie de l'État du Sénégal en matière de lutte contre la corruption. À l'issue de cette rencontre, les organisations présentes se sont engagées à travers une déclaration à soutenir la stratégie. Et cet engagement-là devait être matérialisé par la signature de protocoles d'accord. Éradiquer la corruption est la vision de la stratégie. La vision de la stratégie, c'est éradiquer la corruption au Sénégal pour un développement durable. Alors, c'est une vision que nous sommes légitimes de porter. Que, la corruption, c'est un fléau. La corruption, c'est une gangrène au développement. Et tout citoyen aspire à ce que ce fléau-là soit combattu, à ce que ces obstacles-là soient levés. Donc, c'est évidemment un objectif atteignable. Maintenant, il faudrait que tout le monde s'engage. Tout le monde s'engage veut dire développer une masse critique, développer un esprit commun de vouloir endiguer le fléau. Et je pense que le travail que nous sommes en train de faire rentre dans ce cadre-là. Nous avons l'habitude de le dire, la corruption a toujours existé, mais parce que nous n'en parlions pas, que les gens n'en connaissaient pas beaucoup.
Aujourd'hui qu'on en parle partout, ça peut donner l'impression, ça peut donner la perception d'une prégnance du fléau, mais en réalité, c'est parce qu'on est en train de vouloir le prendre en charge que tout le monde en parle, et cela contribue au développement de cet esprit de rejet-là de la part des populations. Et puis Ndiassane prépare la célébration de son Gamou. L'événement religieux a lieu chaque année, une semaine après le Maouloud. Les autorités municipales ont organisé une journée de nettoiement de la ville. Elles demandent également un renforcement de la sécurité à Ndiassane. Isidore Alexandre Sen. Ndiassane fait peau neuve. Les autorités municipales de la commune de Chériflo ont déployé un important lot de matériel de nettoiement. Une activité qui rentre dans la célébration du Gamou une semaine après Tivaouane. Il est de son devoir en tant que maire de la commune de Chériflo d'être le premier sur les pas du président de la République, M. Macky Sall. C'est ça qui nous ramène aujourd'hui pour essayer d'éclairer vraiment et d'enlever tout ce qui est obscur dans la ville sainte de Ndiassane. Donc c'est avec un événement de Set-Setal, avec les gros engins que vous avez vus. Donc nous sommes venus pour prendre le départ, le Gamou c'est samedi. Et je vous dis qu'il revient d'un Gamou aussi, c'est le Gamou de Tiawan. L'événement draine chaque année beaucoup de fidèles venus d'ici et d'ailleurs. Le maire sollicite un dispositif sécuritaire des grands jours. Il faudrait que l'État nous vienne en appoint par rapport juste à la gendarmerie qui dépend de nous. Il ne faudrait pas, il l'a dit tout de suite, qu'après Touba, Tiawan, c'est Ndiassane qui ferme les Gamous au niveau national. Donc on est obligé de faire un appel au ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Diome, et aussi au-delà de ça, le président de la République, de nous aider à renforcer la sécurité au niveau de Ndiassane. Pendant et après. Pendant et après même, s'il le faut 15 jours et un mois, voire. Parce que vous savez qu'il y a les Maliens qui seront là. Le Gamou, c'est un Gamou sous-régional qui va durer presque un mois. Donc la sécurité vraiment à Ndiassane est une affaire qui concerne le maire. Et c'est un grand cri de cœur qu'il lance au ministre de l'Intérieur pour renforcer la sécurité au niveau de Ndiassane. Sécurité dans Ndiassane, sécurité aussi sur les routes du Gamou. L'édile de Chériflo lance un message aux automobilistes. Un cultivateur qui travaille pendant 3 mois, vraiment il n'a que son champ vraiment pour vivre après. Bon, il ne faut pas que les gens aussi soient égoïstes. Il faut qu'ils pensent aux gens qu'ils trouvent ici. Parce qu'un cultivateur qui est là, qui a son champ, qui l'a entretenu, bon, vraiment, vous vous déplacez, vous passez à travers son champ, ça vraiment c'est extraordinaire. Donc nous lançons un appel à tous les chauffeurs, vraiment d'être prudents. Le Gamou de la famille de Mamboukounte est célébré ce week-end, une semaine après la célébration de la nuit de la naissance du prophète Mohammed. Et pendant ce temps, la famille de Tcherno Abuja dénonce un manque de considération de la délégation gouvernementale qui a rendu visite à plusieurs familles religieuses lors du Gamou. En conférence de presse, la famille Dia a fait savoir que ces 3 dernières années, elle n'a reçu aucune visite officielle des autorités gouvernementales à l'occasion du Gamou. Voici les explications de leur porte-parole, Chérif Mohamed Dia. Délégation gouvernementale bi di dem di xol foyer religieux yépp di tepp kër gi lool moy ñu metti té dafa jot président xam. C'est un constat. Il s'agit d'un constat amer. La délégation gouvernementale fait le tour des foyers religieux à l'occasion du Gamou. Mais nous pensons qu'il est temps que le président Macky Sall sache que ses émissaires ne jouent pas franc jeu. Comment on peut venir à Thiès visiter toutes les familles religieuses sans la famille de Tcherno Abuja? Nous ne sommes pas des ennemis du président de la République. Nous n'avons pas fait cette sortie pour tirer sur le président de la République, mais plutôt sur ceux-là qu'il a envoyé faire le tour des foyers religieux. On a été zappés et nous ne savons pas le pourquoi. Nous déplorons cette attitude. La famille de Tcherno est connue de tout le monde, donc elle devrait bénéficier de la même considération que les autres familles religieuses. Nous invitons le président de la République, Macky Sall, à être plus regardant dans son entourage. Nous ne menaçons absolument personne, mais nous réclamons un droit. Cela fait 3 ans, la délégation gouvernementale n'a pas mis les pieds ici. Nous avons essayé de savoir pourquoi. Quelqu'un nous a dit que nous ne figurions pas sur la liste des foyers qui devraient être visités. C'est inadmissible et nous regrettons tout cela jusqu'à la dernière énergie.
La lauréate du concours international de récital du Coran, Sokhna Ndaté Cissé, est arrivée à Dakar ce mardi. Elle a été accueillie en grande pompe par parents, amis et admirateurs. Muntaga Khan et Mamadouba étaient à l'accueil à l'aéroport international Blaise Diagne. Devant la porte réservée à l'arrivée des passagers de l'aéroport international Blaise Diagne, le spectacle est très beau à voir. La place est bondée de monde et les admirateurs de la triomphante Ndaté Cissé, qui sont très emphatiques, scandent avec force vocifération « Dieu est grand ». Beaucoup d'élèves d'écoles coraniques du pays ont tenu à rendre hommage à leurs camarades. Ses parents, à l'instar de tous les Sénégalais, sont aux anges. Sa mère a précisé que cette victoire appartient au peuple tout entier. Je suis très contente. Je prie que sa victoire soit élargie à tous ceux qui apprennent le Coran. Elle est entrée à l'école coranique à 7 ans. Elle est âgée aujourd'hui de 16 ans. Elle ne quittait jamais l'école. Sa seule préoccupation, c'est les études. On rend grâce à Dieu qui nous y a aidés. Elle n'a pas manqué de remercier le maître de sa fille. Je prie que Dieu rétribue son maître Serigne Cheikhouna. Il s'est donné corps et âme pour que notre fille réussisse. Il faut rappeler que c'est la première fois que ce concours est remporté par une fille. Mais ce n'est pas la première fois que le Sénégal remporte cette palme, car Mohamedou Majib Diallo est passé par là. En mode sport, à présent en lutte, la saison prochaine promet des chocs alléchants pour les amateurs. Dans ce reportage que vous allez suivre tout de suite, ils se sont exprimés sur le pay-per-view, la violence dans la lutte et le manque de compétition de certains lutteurs, Mohamed Khan et Seydina Mbaye. Baïtsen, Sonakos Pouy, deux amateurs de lutte. Baïsen apprécie le retour progressif des chaînes de télévision dans la retransmission en direct des événements de lutte traditionnels. La lutte était au point mort. On ne ressentait plus la magie de la lutte avec la méthode pay-per-view. Plusieurs affiches seront diffusées en direct à la télé. Une très bonne nouvelle pour nous les amateurs. Le pay-per-view avait vraiment tout changé. Sonakos Pouy, ancien lutteur et aujourd'hui commerçant, souligne que la violence n'est pas l'apanage de son ancien métier. Il n'y a pas de violence dans la lutte. Comme le dit Max Mbargane, il n'y a que ceux qui n'aiment pas la lutte qui pensent ainsi. Notre interlocuteur réclame par ailleurs le retour du roi des arènes. Nous réclamons le retour du roi des arènes. Cela fait 4 ans qu'il n'a pas eu de combat. Il doit signer son combat, soit contre Tapha Tine ou donner une revanche à Lac de Guiers 2. Pourquoi pas? Plus qu'un sport, la lutte sénégalaise fait partie intégrante du patrimoine culturel du pays. Un début de saison qui s'annonce décisif. La rubrique découverte nous emmène ce soir à la cité religieuse de Madina à Dafé, près de la frontière gambienne, village fondé en 1965, devenu aujourd'hui le plus grand foyer religieux du Naran Ouest. Hassan Ba et Daouda Sambo pour les détails. Madina Dafé, ce village de la basse Casamance, fait partie de la commune de Kataba 1, non loin de la frontière gambienne. Créée en 1965 par la famille maraboutique Dafé, cette localité compte environ 4000 habitants. Aujourd'hui, elle est devenue la plus grande cité religieuse du Naran Ouest. Merci beaucoup. Vous savez que Madina Dafé est un village religieux. Donc le calife est là, mais il est parti, il est décédé, ça fait maintenant 2 ans de cela. Mais son fils est là. Donc un village maraboutique, un site religieux. Donc chaque année, on célèbre le Maouloud. Il y a un autre événement du nord, le Gamou de Madina. La Ziara.
est là. Le marabout, on l'a choisi comme le calife général du Nara Ouest. Et voire même le calife de la commune de Kataba. Une commune qui a 35 villages. Donc, le village de Madina Dafé, sur le côté de l'islam, je peux même le nommer comme première. Raison pour laquelle la lecture du Coran est organisée dans notre site. Donc, Madina est un village religieux. Le marabout l'a montré, les daras sont là. Nous avons presque à 4 daras à l'heure où nous sommes. Donc, pour vous dire que c'est un village vraiment il y a beaucoup de talibés même. Comme beaucoup de villages du Nara Ouest, Madina Dafé aussi est confronté à un problème d'enclavement. Difficile d'accéder à ce village, surtout pendant l'hivernage. Mais à l'heure où nous sommes, au mois d'août, septembre, octobre, les 3 mois là, pour accès à Madina, c'est des problèmes. Je crois que vous êtes passé par la route là, vous avez vu les difficultés que vous avez rencontrées. Donc, si on peut avoir une route meilleure que ça, vraiment, c'est encore extraordinaire. Mais nous rencontrons pas mal de difficultés ces 3 mois-là, le mois d'août, septembre et octobre. Vraiment, c'est des mois que nous rencontrons pas mal de difficultés. À Madina Dafé, ce n'est pas seulement la route qui pose problème. Il y a d'autres qui, selon les habitants, freinent le développement de cette localité qui a d'énormes potentialités. Le poste de santé est là. C'est un poste qui est en cours de construction. Donc, il y a un arrêt. Je ne sais pas où se trouvent les difficultés. L'eau potable nous manque. L'électrification est là, mais il y a des quartiers qui restent. Le réseau électrique, le réseau téléphonique, l'antenne est là. Il ne reste que l'activer. Ça fait plus que 3 ans, l'antenne est là, mais malheureusement, bon, c'est mieux, mais ça reste. Mais bon, ils nous ont fait part que l'antenne est à 3G ou 4G. Je ne maîtrise pas le qui là, mais en tout cas, ça reste. Bon. Et tant d'autres, l'école est là, l'école est construite, mais il nous reste des classes à construire. Même le mur, les terrains de football sont là. En tout cas, il y a beaucoup qui restent. Mais machallah. Des difficultés qui doivent trouver des solutions. Selon Momodou Lamine Sambou, un acteur de développement dans cette zone, qui décide de porter le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour que Madina Dafé bénéficie du programme de modernisation des cités religieuses lancé par le chef de l'État depuis quelques années. Madina Dafé, comme le Malinko wa, Madina Dafé dafa am problème réseau. Donc dama ñëw fii comme ça ñu mën a toppatoo problème réseau. Donc avec Madina Dafé a beaucoup de difficultés, surtout le réseau téléphonique. Je suis venu ici pour voir comment résoudre ce problème. Je compte sur le soutien de Doudouka, qui nous a beaucoup aidé ces derniers temps. La route aussi n'est pas bonne, comme d'ailleurs toutes les routes du Nara Ouest. Sur le plan sanitaire aussi, il y a problème. Madina Dafé, c'est une cité religieuse et l'État doit faire quelque chose pour cette localité. ñaan bi dafa am solo donc état war na yëngatu pour mu ñëw jàppale waa dëkk bi. La situation de la route fait que cette localité se tourne souvent vers la Gambie pour s'en sortir. À Madina Dafé, le franc CFA est dominé par la monnaie gambienne, le dalasi. Les populations invitent le chef de l'État d'avoir un regard bienveillant sur cette cité religieuse. Et puis on termine avec le tribunal des pairs du CORED qui s'est réuni ce 12 octobre 2022 à la Maison de la Presse pour élire son nouveau président suite au décès en juillet dernier de Génie Rokaya Aou qui présidait la structure. À l'unanimité, tous les membres présents ont plébiscité Ibrahima Souleymane Ndiaye pour diriger le tribunal jusqu'à fin septembre 2023 qui marque la fin du mandat de l'actuelle équipe. Le nouveau président est un diplômé du CESTI ayant fait toute sa carrière à la RTS où il a gravi tous les échelons jusqu'au poste de directeur de la télévision nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.